Le cercle RH, tiens, si on s'intéressait au monde de demain, c'est vrai que tous les chefs d'entreprise ont un peu leur boule de cristal et cette pensée d'avenir, à minima la rentrée de septembre, à quoi ça va ressembler ce monde de demain? La compétence des salariés que vous embauchez, est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances? Est-ce que nos élèves, nos lycéens, j'allais dire même presque les élèves en école primaire sont bien formés pour devenir ensuite des salariés compétents? En quoi la compétence est un levier de notre relance économique? C'est un livre blanc qui vient de sortir, La relance par les compétences, enclencher un cercle vertueux. Son auteur est avec nous, Jérôme Miara, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes PDG de OBA. Quelques mots sur OBA pour qu'on puisse situer votre entreprise. Oui, alors OBA, c'est une société de conseil en ressources humaines. Donc notre métier, c'est d'accompagner les entreprises à justement impulser les bonnes transformations pour être prêtes face aux transitions digitales, face aux transitions écologiques, et donc booster les compétences là où elles doivent l'être. Il y a un petit chapitre, on y reviendra peut-être à la fin de notre entretien, mais enfin, la French Touch dont vous parlez. La French Tech. La French Tech. Ouais. Bon, c'est un peu comme les grandes écoles, puisque rentrons dans le vif du sujet. Oui. Pour le dire simplement, ce livre blanc, à la fois fait un constat puis des propositions, ou en tout cas fait des diagnostics qui, objectivement, ne sont pas très encourageants quand on se place au niveau de la France. Pourquoi la France décroche? C'est un titre, évidemment, on parle des décrocheurs à l'école. La France est un peu une décrocheuse, quand même, dans le paysage. Alors, la France décroche pas sur tous les sujets. Son élite est toujours bien placée dans le concert, Oui. dans le concert des nations. Ça, on en est très fiers. Nous avons la liste des très grandes entreprises également. Également, voilà, des facs. Récemment, vous avez vu le classement de Shanghai qui fait une part belle. Il y en a 5 5, exactement. Un classement contesté par ailleurs, mais bon... Oui, alors on peut toujours contester sur le plan méthodologique, mais il y a un faisceau d'indices qui fait qu'on voit que quand on veut faire des réformes sur ce type de sujet, on y arrive. D'ailleurs, c'est ça qui est encourageant, parce qu'on était loin dans le classement. Il y a eu le projet Paris-Saclay, on a réussi à se regrouper, à dépasser les clivages politiques, et on remonte dans le classement. Mais Jérôme Miara, d'abord, on va rentrer dans le détail de ce rapport sur l'emploi, les compétences, le niveau des Français, le niveau des élèves qui n'est pas bon. On voit les classements PISA, les classements PIAC qui sont pour les salariés et les adultes. Pourquoi avoir voulu sortir ce livre blanc? C'est un sacré boulot, hein? C'est un sacré boulot. On est à un an de l'élection présidentielle. On n'a pas beaucoup vu ça jusqu'à présent dans les agendas politiques. Et puis il y a par ailleurs beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour la relance. Alors en France et puis également dans tous les grands pays. Ça va arriver, hein, là. C'est pas encore. Ça y est, visiblement les 13 milliards d'euros vont arriver en juillet. Donc bon, l'argent est sur la table. Cet argent, il a deux vocations. La consommation. Donc ça, il y a pas de doute que ça va relancer la consommation. Et puis l'autre vocation, c'est l'investissement. Et pour investir, pour que les chefs d'entreprise aient envie d'investir en France, il faut qu'il y ait des compétences disponibles. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les compétences ne sont pas suffisamment disponibles en France. Alors, il y a un effet structurel qui est lié à nos propres difficultés, à nos propres défauts. Notre niveau scolaire, l'enseignement. Notre niveau scolaire. Et le fait qu'effectivement, en France, quand vous faites partie de milieux défavorisés, il y a un déterminisme qui est extrêmement fort et vous n'arrivez pas à vous hisser au niveau des bonnes qualifications. Et on a un chômage quand même plus élevé. Vous comparez souvent avec le Japon, avec les Pays-Bas. Chômage très élevé. Plus élevé. Corrélation évidente entre le classement PIAC et le taux d'emploi et le taux de chômage. Alors PIAC, c'est pour les adultes, hein, qu'on le dise. Il y a le PISA. PISA, c'est pour les adolescents de 15 ans. Où on n'est pas bon, on est dans la 21e, 22e place. Voilà. Alors on est très bon chez les très bons. Et on est plutôt... On le voit, hein, regardez, le PIAC, c'est la France, elle est à la 21e place en taux d'emploi, 64%, chômage à 9%, probablement un peu au-dessus d'ailleurs, parce que je pense que ce chiffre va remonter. Et puis le Japon, bon là c'est vraiment le pays paroxystique, enfin, l'opposé de notre modèle, c'est une première place, taux d'emploi 71%, chômage 4. Exactement. Comment vous l'expliquez? C'est quoi cet écart? Alors, il y a pas mal de corrélations qui peuvent être faites. Hein. L'investissement technologique est lié aussi, a un impact énorme sur le chômage. On a beaucoup cru en France que robotiser, c'était nuire à l'emploi. Il y a eu l'exemple récent de Bridgestone où on s'est aperçu qu'à force de ne pas robotiser et de ne pas investir sur le capital humain, on était descendu en gamme et il n'y avait plus d'autre solution que de fermer l'entreprise. Donc c'est cette culture d'investissement qui n'est pas suffisamment présente en France et qui n'est pas présente suffisamment sur les technologies, mais également sur le capital humain et sur les compétences. Vous dites quand même assez clairement, ces diagnostics qui ont été faits, mais qui sont souvent un peu gênants quand on est français et qu'on parle de notre pays. Le niveau de langue est faible, faute d'orthographe, problème de compréhension en mathématiques. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui arrivent dans l'entreprise aujourd'hui
et qui ne sont pas capables en fait, de faire des choses qui sont assez basiques, ce qui pose un énorme problème, mais on va en parler, pour notre compétitivité et notre productivité. Alors, c'est plutôt d'ailleurs en deuxième partie de carrière que les problèmes arrivent. Et en fait, ça renvoie plutôt vers le fait qu'il n'y a pas la culture d'entretenir son capital de compétences. Et en fait, il y a une obsolescence des compétences, si vous voulez, et pour lutter contre cette obsolescence, il faut se former en permanence. Et ça, on ne le fait pas suffisamment en France. Et notamment, on ne le fait pas suffisamment vis-à-vis des personnes peu qualifiées. C'est-à-dire que la formation, elle est très inégalitaire. Elle touche plutôt les personnes qualifiées, mais les personnes peu qualifiées ne sont pas formées. C'est ça. Ceux qui sont les mieux nourris ont rempli un peu plus leur assiette. C'est un peu ça. Mais c'est notre passion pour l'élitisme, où effectivement, on braque toujours les projecteurs vers les meilleurs. Il y a d'ailleurs des chiffres intéressants en la matière. C'est qu'on s'aperçoit que les entreprises performantes en France consomment beaucoup plus de compétences que leurs homologues internationales et européennes. Mais il y a une réforme, Emmanuel Macron a engagé une réforme de la formation professionnelle, les OPCA, tout ça, c'est un peu de la mécanique interne, mais néanmoins, c'était l'idée de fluidifier, il y a le CPF. Ça va dans le bon sens, malgré tout? Non, enfin, je sais pas. Alors, je pense qu'il est trop tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas les données. Alors aujourd'hui, on manque de données sur le CPF, donc on ne sait pas exactement comment est-ce qu'il est utilisé. Mais sur ce sujet, ce qu'on voit, c'est que les fonds ont été utilisés très fortement durant la crise. Donc il n'y a plus de budget dans les OPCO pour financer la formation dans les entreprises de moins de 50. Et alors que c'est maintenant, je dirais qu'il faudrait accélérer pour former de manière à ce que les entreprises soient capables d'accompagner les transformations, il n'y a plus d'argent. C'est ça le problème. Donc il y a une logique budgétaire, il n'y a pas une logique, si vous voulez, qui donne beaucoup de sens à l'apprentissage. Mais vous avez une vision un peu philosophique au départ, enfin une vision du monde d'après, que vous anticipez finalement à travers ce rapport. Mais quand on s'accroche aux chiffres, il y a un autre chiffre qui m'a marqué, c'est que 33% des salariés en France en fait, sont dans un emploi qui ne correspond pas à leur formation initiale. Inadéquation entre les compétences et les postes. 33% de la population active française n'occupe pas un emploi en adéquation avec le domaine des études suivies. Enfin, excusez-moi, ça sert à quoi de faire des études si au final on fait un métier totalement à l'opposé? Enfin, ça paraît, c'est du gâchis quand même ça. Alors c'est du gâchis pour les personnes très qualifiées, mais encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes très qualifiées ont toujours tendance à aller dans les entreprises les plus performantes, forcément, et n'ont pas envie d'aller dans les entreprises de taille moyenne. Donc il y a ce problème-là. Mais l'inadéquation touche surtout les personnes avec de faibles qualifications. Niveau de compétence. Voilà. Et d'ailleurs, en comparaison toujours avec des pays européens ou au-delà, c'est à ce niveau-là qu'il y a la plus grande inadéquation en comparaison. Le monde de demain, celui qu'on se prépare, on va rentrer dans ce monde, peut-être on y est déjà entré. Selon vous, on est déjà dans le monde de demain ou on est dans un entre-deux d'après-Covid qui cherche un peu son chemin là? Disons que je pense que la crise a accéléré les transitions en cours. On a vu que le sujet de l'innovation était devenu majeur et que, alors là, plutôt sur le haut, on avait un problème pour avoir les bons talents. Je pense qu'il y a un problème de rémunération, de charges sociales qui sont très élevées. Quand on compare la rémunération des talents, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, il y a des écarts de rémunération qui sont énormes. Énormes, et c'est essentiellement lié aux cotisations, aux charges sociales qui sont trop fortes. On est à 47, de prélèvements obligatoires sur, c'est ça hein? Oui, 45%. 45% sur un salaire. Donc quand vous donnez 1 euro de rémunération, ça coûte 1,5 à l'entreprise, et puis il reste à la fin 70 centimes dans la poche du salarié. Donc il y a trop de cotisations. Vous soulevez un sujet qui est très politique. J'espère que ce livre blanc, vous allez l'apporter en main propre à Jean Castex, peut-être à Bruno Le Maire. Mais il y a d'autres candidats à l'élection présidentielle. C'est ça, vous allez voir. Je vais essayer. On se souvient de Nicolas Hulot, vous vous rappelez, avec son livre blanc, il l'a fait signer. Vous envisagez de le faire signer, c'est bien ça, à tous les candidats. Xavier Bertrand, quelques autres. Exactement. Enfin, ceux qui sont déclarés, pour le moins. Exactement. Concrètement, sur les retraites, parce que vous le soulevez en le liant d'ailleurs avec notre productivité. Notre productivité a décliné. Oui. C'est très étrange. Comment vous l'expliquez? Fut un temps, vous le dites dans un rapport de l'OCDE, la France cartonne, plutôt bon élève en termes de productivité. C'est un petit peu endormi sur nos lauriers. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les 35 heures? C'est quoi? Alors, il y a l'effet 35 heures, et il y a surtout un manque d'investissement dans les technologies. Chaque salarié va devoir produire plus pour financer un plus grand nombre de retraités. Un retraité, 4 actifs en 60. Voilà, exactement. On est à 1,2 là. On est à 1,2, voilà, exactement. C'est intenable. Donc c'est intenable. Donc la seule façon pour qu'un salarié produise plus, c'est qu'il fasse appel à la technologie.
seul le salarié ne pourra pas produire plus. Donc il faut plus de technologie, plus de robotisation, et sans ça, on ne pourra pas remonter la productivité. Mais pour utiliser les technologies, il faut être aussi formé. Bah oui. C'est ça le problème, c'est que si vous voulez, il faut aussi avoir le bon niveau de qualification pour être capable de travailler avec les machines. Enfin, encore une fois, vous le dites avec une forme d'évidence. Pour beaucoup qui nous regardent, beaucoup de Français, ils considèrent que la robotisation, l'industrialisation par le robot a été source de perte d'emploi. Oui, alors tous les chiffres montrent que c'est absolument faux. Et vous démontrez l'inverse. Ah oui, c'est absolument faux. Enfin, tous les chiffres, encore une fois, il y a une corrélation évidente entre le niveau de robotisation et le taux de chômage. Il faut regarder en Allemagne. Hein. En Allemagne, il y a un taux de chômage qui est quand même au moins 2 fois inférieur au nôtre. C'est vrai. Il y a un niveau de robotisation qui est sans commune mesure. Je crois que l'âge moyen des robots dans les entreprises françaises est de 17 ans. Donc imaginez l'obsolescence de notre équipement. Vous évoquez l'industrie aussi, parce qu'il faut quand même en dire un mot, c'est souvent des sujets politiques. Tous les thèmes que vous traitez ici seront des thèmes, si la sécurité ne prend pas le pas, centraux dans la campagne présidentielle. La question de la place de nos industries, on se souvient d'Emmanuel Macron au début des batailles pharmaceutiques qui avait dit qu'il faut rapatrier nos laboratoires. Ouais. Est-ce que tout ça, vous y croyez? Est-ce qu'on est dans des incantations très politiques? Ou est-ce que, oui, on est en capacité de rapatrier nos industries à l'aune des taux de charge que vous évoquiez il y a quelques instants? Alors, il y a un peu d'incantation. Ceci dit, il y a une forte prise de conscience. Hein. J'entendais Bruno Le Maire récemment, il y a quelques jours, dire que le problème numéro 1 de la France, c'était un problème d'offre. Ce qui veut dire qu'effectivement, on n'a pas la capacité suffisante à innover. Et on n'a pas les compétences pour le faire. Donc ça va être compliqué quand même de réindustrialiser, sauf à aller sur des niveaux de gamme très faibles, mais qui ne sont pas possibles avec notre niveau de charge sociale. Parce qu'on n'est pas compétitif face à la Chine. Compétitif face à la Chine. Évidemment, sur les mêmes produits. Pour terminer notre entretien, alors là pour l'instant vous l'avez fait signer à personne ce livre blanc. Pas encore. Il est tout chaud, il vient de sortir il sort des imprimeries. Parmi les propositions que vous faites ou les diagnostics que vous faites, quelles sont celles qu'on peut transformer le plus rapidement possible, qu'un homme politique peut transformer véritablement, j'allais dire en innovation politique? Eh bien, moi, écoutez, je crois qu'il faut, autour des compétences, bâtir un vrai projet de société. Il y a 20 ans, il y a eu une réforme du temps de travail qui a abouti aux 35 heures. On sait que cette réforme n'a pas eu les effets escomptés en matière de chômage. Moi, je propose qu'on aille vers l'ATA, l'augmentation du temps d'apprentissage, qui consisterait finalement à faire en sorte que les salariés qui acceptent, au-delà de leur temps de travail, de se former, soient augmentés à du concurrence, que les charges sociales soient baissées à du concurrence pour les entreprises. Et in fine, ça va avoir un effet sur la précarité sociale, parce que vous savez que plus on est qualifié, plus on se forme, moins on est précaire sur le plan social. Ça va augmenter le PIB de la France, parce qu'on va être plus productif car mieux formé. Et à la fin, ça va faire baisser le coût de la protection sociale. Tiens, avant de nous quitter, parce que ça nous concerne très directement, il y a ce chiffre que j'aimerais que vous nous commentiez, c'est le lien entre l'investissement en matière de ressources humaines et les performances de l'entreprise. Ça, c'est intéressant, puisqu'on fait une émission RH Emploi. Oui. On voit qu'il y a plus 20. Lorsqu'une entreprise décide d'investir en matière RH, qui est déjà un concept un peu particulier, parce que quand on dit investir en RH, le patron vous dit, mais attendez, voilà, j'ai mis tous les logiciels. Vous dites non, c'est quoi l'investissement en matière RH? Parce que ça, c'est votre domaine d'activité, c'est votre cœur de métier. Exactement. Alors, on l'a vu à travers la crise d'ailleurs, hein, les chefs d'entreprise, investir pour eux, c'est très court terme. Donc, quand c'est financé, ils acceptent de payer un peu de formation. Par contre, une vision prospective qui ferait qu'on arrive à anticiper les compétences dont on va avoir besoin sur les métiers futurs, on va mettre une dynamique de mobilité interne qui vont permettre de diffuser les compétences. On va faire du manager un rouage essentiel de la transversalité. Eh bien là, on est plutôt en retard. Donc, et ça veut dire que si on investit, il faut le dire à ceux qui nous regardent, c'est pas un investissement à perte, parce qu'on dit souvent quand on investit dans les RH, de toute façon, ça ne nous rapporte rien en termes de business. Faux. Je crois que maintenant, c'est un peu... C'est rentré dans les mœurs, ça. Je pense, j'espère. Alors, il faut depuis le Covid, les RH n'ont jamais été aussi bien placés près du patron. Oui, parce qu'on fait appel à eux quand il y a des risques, mais au-delà de ça, je pense que maintenant, c'est quand même rentré dans l'esprit des dirigeants que les ressources humaines, c'est quand même le principal actif des entreprises, surtout dans un monde qui devient immatériel. La relance par les compétences, enclencher un cercle vertueux, c'est OBA, Jérôme Miara qui est sur notre plateau. Quand même, pour boucler notre entretien, tout vient quand même de notre formation initiale, vous le constatez. Il y a beaucoup de Français qui disent, mais attendez, la part de nos impôts consacrés à l'éducation est assez importante. On y consacre une part importante et pourtant le résultat en bout de chaîne, il est inefficace.
Comment on fait? On remet tout à plat? Comment on réinvente un modèle éducatif qui fait que nos enfants connaissent, ont les rudiments de la lecture, des mathématiques, d'une culture générale et qui sont capables de faire un mail à peu près droit? Je crois qu'il y a un vrai sujet culturel, c'est que notre culture très autoritaire, très hiérarchique, ne met pas les personnes en confiance. Donc, alors, si vous êtes dans un environnement où vos parents vous ont aidé à être confiants, etc., oui. si vous êtes sûr de vous, vous allez réussir. Mais si vous n'avez pas cet entourage qui vous permet de le faire, c'est pas l'école aujourd'hui et le mode d'enseignement, même si ça progresse, qui va vous donner confiance. Lentement, Ça progresse lentement. Mais on voit quand même des instituteurs mettre en place leurs propres méthodes. On connaît les sujets Montessori, etc., qui donnent quand même plus de place à l'individu. Et l'absence de notation, puisque Montessori, c'est l'idée qu'on ne va pas noter l'enfant. Voilà, l'absence de notation, le droit à l'erreur. Pour vous situer, vous êtes plutôt sur le modèle anglo-saxon, le modèle américain, où on est plus dans l'oralité, on est plus sur une culture de la confiance, de l'encouragement aussi? Oui, il y a ça, mais on voit aussi dans les pays nordiques, il y a quand même beaucoup de pays autour de nous qui mettent en place ce type d'enseignement. Bon, on va vous suivre de près, peut-être qu'avec une caméra, on vous suivra, les télés vont vous suivre à la rencontre des candidats, parce que tenez-vous prêts, chers candidats à l'élection présidentielle, vous avez le livre blanc de Jérôme Mira d'OBA sur cette relance par les compétences. Et ce rapport est passionnant, je vous invite à le lire. Il y a beaucoup de chiffres, un diagnostic intéressant et des propositions concrètes. Merci d'être venu sur le plateau pour ce grand entretien. Merci. Et puis j'imagine que là, vous allez commencer le porte-à-porte dès que vous aurez la liste de tous les candidats, évidemment, parce que là, c'est un peu compliqué. Merci d'être venu. On termine par Fenêtre sur l'emploi. C'est Amélie Favori-Guittet. Vous la connaissez. C'est une habituée de notre émission avec les questions interdites, les questions pièges en entretien. Il y a des boulettes à ne pas commettre. Et évidemment, Amélie nous explique tout.